Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, bonjour. Bienvenue sur ce numéro de votre émission Au cœur de la décentralisation. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Bembereke et nous sommes avec l'autorité communale qui a pour nom Yaya Garba. Avec lui, nous aborderons plusieurs sujets qui ont trait à la gouvernance locale, qui ont trait aux actions qu'il mène déjà au cœur de cette commune, les actions qu'il compte mener, les défis qu'il compte relever au cours de son mandat. Monsieur le maire, honorable maire Yaya Garba, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux d'être reçus dans cette somptueuse maison qui est l'hôtel de ville de la commune de Bembereke. Je suis fier de vous recevoir ici chez moi. D'accord. Comme à l'habitude, pour commencer cette émission, nous suivons cette rubrique que je vous invite également à suivre et on revient sur le plateau. Yaya Garba est né le 9 décembre 1959 à Gando, dans la commune de Bembereke. Il commence son cursus scolaire à l'école primaire publique de Bembereke, où il obtient le certificat d'études primaires en 1972. Il va poursuivre ses études secondaires au collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou. Après son échec au baccalauréat en 1980, il transite à Boycon, au lycée Oufon. C'est d'ailleurs là qu'il va obtenir son premier diplôme universitaire en 1981. Cap sera ensuite mis à l'université d'Abomey-Calavi, où il poursuit ses études supérieures et obtient en 1988 sa maîtrise en CBG. Entre 1997 et 2007, il a été respectivement professeur des sciences de la vie et de la terre au Prétani militaire de Bembereke et professeur de biologie au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. De l'enseignement, Yaya Garba sera nommé en 2008 chargé de mission du ministre de la Défense, Issifou Koginduro. Après son passage à la Commission électorale nationale autonome Sénat en 1999, 2001, 2002, 2008 et 2011, l'homme sera ensuite nommé directeur de recrutement des agents de l'État. En 2014, il est nommé directeur de cabinet au ministère de la Communication avant d'être élu en 2015 député à l'Assemblée nationale, poste qu'il a occupé jusqu'en 2019. Membre influent du parti Foscori.Bénin émergent FCBE, dont il est membre fondateur, l'homme a été élu conseiller municipal de Bembereke aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 sous la bannière de ce même parti politique. Il est ensuite plébiscité à la tête du conseil communal composé d'élus Foscori.Bénin émergent sortis majoritaires et des partis blocs républicains et union progressiste. L'homme entend relever au cours de son mandat les défis de développement qui se dressent à la commune de Bembereke. Alors, retour sur le plateau de votre émission Au cœur de la décentralisation. Je le rappelais tout à l'heure, nous sommes avec le maire de la commune de Bembereke. Alors, monsieur le maire, j'aimerais savoir, vous êtes élu à l'unanimité de tous les conseillers communaux de la commune de Bembereke. C'est une grande charge qui vous est destinée. Alors, comment on se sent lorsqu'on est la première autorité de sa commune? D'abord, merci aux téléspectateurs et merci à vous aussi de nous permettre de se faire connaître. En effet, après les élections, il a été plébiscité à la tête de la mairie de Bembereke parce que justement, tout le monde a compris qu'après les élections, il faut accompagner celui qui a la chance d'être élu pour que le travail se fasse ensemble. Il a bénéficié de la confiance des 25 conseillers et il a été véritablement très heureux d'être plébiscité. Alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Vous êtes le maire de la commune de Bembereke. C'est vrai, par le passé, vous avez occupé des postes un peu plus grands, mais aujourd'hui, vous êtes le maire où vous êtes au feu même de l'action. Vous subissez les caprices des populations, si je peux le dire ainsi. Comment vous vous sentez dans votre peau de maire de la commune de Bembereke? C'est vrai. Un maire, il est peut-être heureux parce que beaucoup lui font confiance, mais je n'avais pas pensé que derrière ça, qu'il y avait une lourde charge. En réalité, depuis que j'ai été mis à cette tête-là, je n'ai que des défis à relever et je n'ai pas eu le moins de temps pour s'occuper de moi-même et de ma famille. Tellement, j'ai découvert qu'à la base, le développement nécessite beaucoup d'énergie.
beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie. Et c'est à ça que je me donne comme apprentissage. 3 mois aujourd'hui, 100 jours aujourd'hui, je crois que je suis en train de rentrer de plein pied au niveau de mes tâches régaliennes. Voilà, 100 jours sont déjà passés. Monsieur le maire, quand vous étiez désigné, élu à la tête de cette commune, quels étaient les défis? Et 100 jours après, où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Voilà, 100 jours, on va penser que ça fait beaucoup, surtout quand vous vous amusez à convertir en heures. Mais en réalité, ça ne fait rien du tout. Lorsque vous venez ici, du matin au soir, vous êtes dans une phase d'apprentissage. D'abord, mes premiers rôles ont été de connaître la maison. Donc j'ai fait le tour des services. J'ai écouté tous les collaborateurs, service par service. J'ai fait le tour des services décentralisés de l'État. J'ai écouté les problèmes qu'il y a. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé par prendre la mesure des choses. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment du travail à abattre. En réalité, vous savez, les moyens ne suivent pas toujours. Donc le premier souci, ça a été déjà où trouver les moyens pour relever les défis. Mais comme on le dit souvent, les défis pour les relever, les moyens, il y a les moyens humains. Et c'est la première des choses. Donc j'ai fait en sorte que tout le monde adhère à ma philosophie, à ma vision et surtout que tout le monde m'accompagne. Il était question de rassurer tous les collaborateurs parce que ce n'était pas chose faite. Lorsque vous venez, tout le monde pense que vous allez politiser comme ce que tout le monde est en train de faire et ils vont être renvoyés, tout le monde croise les bras, on vous attend, on attend de voir si vous allez accepter de travailler avec eux, quels sont les premiers pas. Mais très tôt, j'ai mis tout le monde à l'aise en les rassurant que ce sont les fils de Bembereke et que je n'avais pas le monopole du travail à Bembereke, mais je devais être capable de travailler avec tout le monde pourvu qu'on ne joue pas de force de frottement à mon niveau. Si on ne me recale pas, si on ne me freine pas, si le travail se fait immédiatement comme je le souhaite, eh bien nous pouvons faire des années ici ensemble sans qu'il y ait un hic. Mais dès lors que quelqu'un va se démarquer ou de par sa mauvaise foi ou de faute de collaboration, là je serai obligé de crier gare et voilà ce que j'ai pris comme option. Voilà. Alors de façon concrète, nous avons plusieurs domaines au domaine d'intervention qu'un maire est appelé à gérer. Nous avons l'assainissement, nous avons la mobilisation des ressources, nous avons l'eau, l'électricité, l'éducation. Alors quels étaient les défis de façon concrète? Est-ce qu'à Bembereke, vous avez assez d'écoles? Est-ce que l'eau, il y en a suffisamment? Ou quels étaient les défis à votre prise de service? En fait, je sous-estimais les défis. Parce que j'avais pensé de ma position d'honorable député qui fait le tout. Ben, j'allais voir là où il manquait simplement d'eau, là où il manquait seulement l'école. Mais il y avait des problèmes partout. Partout, il y avait des problèmes. Et comme je le disais tantôt, si vous voulez véritablement relever les défis, c'est qu'il faut tenir la main aux partenaires, c'est qu'il faut relever la mobilisation interne. Et sur ce point, j'avoue que ce qui se faisait n'était pas formidable. Nous avons beaucoup de manques à gagner, des boutiques qu'on loue, on ne paye pas, des taxes qu'on ne perçoit pas. Et si on devait les percevoir, ça ne va pas à la caisse directe, ça passe par des poches secondaires. Et là, véritablement, j'ai vu que le premier défi, c'est d'abord de remettre tout le monde au pas. Tout le monde au pas, c'est-à-dire que chacun joue sa partition. Celui qui doit récupérer, doit pouvoir récupérer et ramener à la caisse normale et non distraire les redevances. Celui, naturellement, qui hésitait de par le mauvais fonctionnement, doit pouvoir être rassuré de ce qu'en payant, il va avoir tous les services dont il a besoin. Donc, il y a tout ça. Mais surtout, mettre au pas tous mes collaborateurs et convaincre le conseil communal de ce que nous devons aller dans telle direction ou dans telle autre. Quand je suis venu, j'ai d'abord voulu faire la part des choses. Tout ce qui a été applaudi par mon prédécesseur, au niveau de mon prédécesseur, j'ai voulu galvaniser et donner de la plus-value à la chose. Mais tout ce qui a été décrié, j'ai voulu qu'on regarde ensemble et corriger et regarder dans d'autres directions. Parce que ce n'est pas, vous êtes un maire nouveau
mais il y a l'expérience qui compte. C'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Je ne pouvais pas prévaloir, me targuer de quelqu'un qui a une certaine expérience de la chose. Non, je crois que j'ai tendu la main à ceux qui étaient là. Fort heureusement, mon premier adjoint, il était de la mandature passée, donc il a une certaine expérience. Je n'ai pas regardé qu'il est sous moi. Je lui ai donné le leader là où je ne comprends pas pour qu'il avance et que je l'accompagne. Et depuis que je suis venu, je crois que la meilleure des choses que les gens ont appréciées, c'est le travail en groupe. Ce n'est pas un travail solitaire du moins. Ce n'est pas le maire qui décide. Nous nous trouvons et adjoints ensemble et chefs de service pour décider de la bonne direction à suivre. Vous avez entrepris sans doute des actions. Nous avons vu sur plusieurs chantiers, nous avons vu sur plusieurs fronts. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de façon concrète sur ces 3 mois en ce qui concerne les chantiers qui étaient en cours, en ce qui concerne les chantiers qui étaient abordés et tout ça là? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui a été fait? Merci. Je dois dire que les chantiers, il faut les sérier. Il y a d'abord les chantiers de l'État dont j'ai hérité, l'exécution. Il est question des voies pavées. Oui. Je me suis rendu compte que nous avons 6 grands lots de pavage qui étaient là. Et nous avons suivi au quotidien pour voir, en tenant compte de leur cahier de charge, ce qu'ils devraient faire. Nous avons boosté au mieux ce que nous pouvons. Nous sommes intervenus au niveau hiérarchique pour demander, pour faire le plaidoyer nécessaire pour que ça avance. Et aujourd'hui, nous avons pu réceptionner provisoirement 3 lots sur 6. Nous avons vu que Bemberker, le problème crucial, c'est où dormir. Le problème crucial, c'est manger sain. Et là, j'ai été obligé de prendre des initiatives pour dire que la première bataille, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver des lieux sains où manger. Là, je m'attelle et d'ici là, ça va être une réalité. Je ne veux pas que le passant qui apporte de l'argent à la commune, parce que c'est les voyageurs qui déposent de l'argent à la commune, qu'ils soient déçus et qu'ils ne veuillent pas s'arrêter à Bemberker. Je veux que Bemberker ait un label par rapport à l'accueil, que Bemberker ait un label par rapport à tout ce qui est attrayant. Et je veux que Bemberker change d'ici 2 ou 3 ans. Et là, j'ai déjà commencé. Je crois que ça va être bientôt. Voilà, en parlant de label, en parlant de Bemberker, en parlant de ce qu'un étranger doit pouvoir venir trouver à Bemberker, nous avons vu la fougue de la jeunesse le jour de votre élection. Lorsque vous êtes descendu de la salle de délibération, il y avait tout un parterre de jeunes qui vous attendaient ici en bas. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes au cours de votre mandature? Est-ce que à la fin, ces jeunes-là ne vont pas rester dans leur soif? Est-ce que cet espoir qui a semblé naître après votre élection ne sera pas estompé par votre bilan? Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Je dois dire que je ne chanterai pas comme les autres. La jeunesse, c'est le fer de lance, c'est le bras de développement. Je ne chanterai pas ça. Je ferai avec eux. Et vous le savez, moi également, je suis dans la masse. Je suis quelqu'un qui est dans la masse. Je dois vous dire qu'ils sont fiers parce que d'abord, ils ne lisent pas en moi l'autorité, ils lisent en moi un frère capable de les attirer. Et à tout moment, j'ai fait tous les coins de jeunes où j'ai dit, j'ai besoin de vous, c'est avec vous que nous devons construire. Si je danse et que, comme on le dit, mes fesses sont tordues, il faut avoir le courage de me le dire, rapprochez-vous. Dites que ça c'est bon, ça c'est pas bon, monsieur le maire. Nous sommes déçus à tel niveau pour qu'on puisse changer. Et je crois que ça se fait régulièrement. Tous les week-ends, je suis avec les jeunes, où nous sommes à la pétanque ensemble, où je les observe jouer au football comme je n'en peux plus. Et là, je crois qu'au moins ils sont fiers. C'est ouvert, le jeu est très ouvert avec moi. Et la jeunesse, vous savez, le problème crucial, c'est l'emploi. Et nul n'a le monopole, nul n'a la solution idoine pour dire je vais trouver du travail à tous les jeunes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de les organiser, quitte à les mettre en de petites entreprises que nous allons accompagner. Nous avons des gisements en fait de travail. C'est le travail saut qui n'existe pas que nous devons comprendre. Voyez-vous, lorsque les jeunes, aujourd'hui nous avons un problème d'enlèvement des ordures, si les jeunes peuvent s'organiser pour qu'ils soient accompagnés par la mairie,
pour qu'ils puissent relever ce pan de l'assainissement. Si nous avons des jeunes aujourd'hui qui s'organisent, nous avons Wewere, le coin qui est là, qui sont en train de mettre en valeur, nous avons des jeunes, nous les accompagnons, nous sommes avec eux tout le temps. Et ce que nous pouvons, d'abord en tant que Yaya et en tant que maire, je porte les projets au niveau du conseil communal. Et Dieu merci, tout le monde est en train d'accompagner pour que véritablement les choses changent. Donc je crois que la jeunesse, il y a de bonnes raisons d'avoir de l'espoir. Il y a de bonnes raisons de croire en ce que Bembereke peut être véritablement métamorphosé. Voilà, Bembereke métamorphosé ne peut pas être réel sans la culture, sans le tourisme. Vous avez tout à l'heure parlé de Wewere, qui est un site touristique dont la mise en valeur pourrait apporter beaucoup de ressources à la commune. Est-ce que vous prévoyez quelque chose pour ce site qui doit pouvoir normalement contribuer au rayonnement, à vendre Bembereke hors des frontières nationales? Absolument, nous avons deux sites très importants. Nous avons Wewere qui déjà a bénéficié d'un projet et qui est en train de l'aménager progressivement. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de penser au cofinancement pour que ça aille vite, en dehors du projet national qui s'en occupe et qui a déjà même une équipe sur le terrain. Nous sommes en train d'envisager de remettre le site et de l'élargir pour que les fêtes s'organisent au bord de la colline. Donc ça va se faire. Également, nous avons le héros national Bioguera, dont on n'en parle pas suffisamment. Le ministère de la Défense nationale avait fait l'honneur de faire le mausolée, mais voyez-vous, parce que c'est un peu à 10 km de la ville, le principe de luminosité faisant défaut, ce n'est pas véritablement visité. Donc nous pensons trouver un mécanisme pour éclairer la zone, pour mettre des jeux de loisirs là-bas, pour que à volonté que les touristes puissent prendre du plaisir. Du tourisme, nous allons à la politique communale parce que vous êtes de la liste FCBE, une liste qui a d'ailleurs fait un score pas mal au cours des élections passées. Mais curieusement, vous avez été élu à l'unanimité de tous les conseillers communaux de la commune de Bembereke. D'abord, comment vous avez ressenti cela? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Bembereke est quand même fort dans le mental. Voyez-vous, lorsque on se présentait comme étant une alternative crédible, bien que nous nous présentons comme les candidats de l'opposition, les gens ont cru en nous. Ils ont cru en nous pas parce que personnellement en Yaya, mais parce qu'ils se disent que mais voilà une équipe capable de par la campagne, nous avons dénoncé un certain nombre de faits et nous sommes rentrés dans leur cœur. Nous sommes rentrés dans leur cœur parce que c'est ce qu'ils vivaient au quotidien. Et nous avons proposé des alternatives. Nous avons dit, si nous n'avons pas de solution avec vous, si nous n'avons pas de solutions à vous proposer, des solutions bien faites, nous allons pleurer avec vous. Nous allons ensemble envisager, nous allons ensemble chercher. Et lorsque, ce que vous ne savez pas, lorsqu'on vous appelle un développeur, vous ne devez pas avoir d'ennemis. Lorsque les élections sont terminées, j'ai crié pour que tout le monde dépose les armes. Je dis à la porte de la mairie, je ne veux voir ni la couleur cori, ni le cheval blanc, ni le baobab. Regardons Bembereke. C'est Bembereke qui est écrit là. C'est du développement de Bembereke qu'il est question. À partir de ce moment, tous ceux qui vont croire en moi, venez. C'est à moi de vous appeler. Et là, dès les premiers jours, tout le monde a compris que je n'avais pas de parti pris. Si une idée est bonne, nous sautons dessus et nous la faisons, nous la développons ensemble. C'est le moment quand même de remercier, parce que ce n'était pas donné d'avance, de remercier les leaders des listes. Exactement. Ça dépend aussi de mes rapports personnels avec les leaders de l'opposition. C'est des gens où on était toujours ensemble. C'est à la faveur de ce qui s'est passé à l'Assemblée que nous avons, qu'il y a eu des scissions. Donc moi je crois que ces scissions ne sont pas rentrées dans la chambre à coucher, dans le cœur. C'est resté de manière phénotypique, mais de manière génotypique, véritablement, il n'y a pas scission. Le général, le
le président de l'Assemblée, le vice-président de l'Assemblée, le général Bihan. C'est un grand frère de tout le temps, avec qui j'ai eu beaucoup de bons rapports. Et le grand frère Sambo, même pendant la campagne, on échangeait. On échangeait pendant la campagne pour dire que, attention, ce que vous abattez, en fait, c'est une affaire de méthode, mais on ne vous reproche pas grand-chose. On se parlait. Et lorsque on a démarré, il a loupé la première session, je suis allé le voir pour dire non, on ne fait pas ça, ta voix nous manque. Et il a commencé par venir aux sessions, et quand il vient, il reste jusqu'à la fin, il participe de manière active. Et il nous dit, attention, ça là, j'avais déjà essayé, ça n'a pas prospéré en raison de ça et ça. Et c'est de ça que j'avais besoin, véritablement. Donc je crois que sur le plan politique, et ici aussi, lorsque vous venez, je vais vous faire une confidence, mais lorsque vous voyez la charge au niveau d'une commune, vous n'avez plus la bouche pour critiquer l'exécutif. Parce que vous vous dites, c'est déjà au niveau d'une seule commune, et vous êtes en train de peiner. Et celui qui tient alors au niveau de tout l'État. C'est là où tu comprends que nous avons gouverné, on n'a pas pu tout faire. Celui qui est là, c'est le gouverne. Il faut lui permettre de faire son expérience de ce qu'il peut. Et si vous pouvez l'accompagner, surtout que les communes sont des continuités de l'exécutif. Vous voulez que je vienne dire ici, Talon ne fait rien. Alors que nous avons 3 milliards dans le domaine de l'eau qu'on est en train d'investir. Il y a les pavés qu'ils sont en train de mettre. Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux que dire que vous me donnez, mais j'en veux encore plus. Vous en voulez encore plus et c'est sûr que vous allez en vouloir plus parce que vous rendez compte. Nous avons vu à des séances de reddition de comptes, c'est quoi? Pourquoi vous le faites? Non, en réalité, les paysans ont besoin de quelque chose. Si vous voulez partager, même s'ils ne vont pas trouver, il faut qu'ils soient présents et qu'ils sachent chez qui c'est allé. Et que c'est avec eux qu'on a partagé. La reddition de comptes, nous avons pris nos paniers, mes prédécesseurs ont pris des paniers pour aller chez les partenaires, trouver des moyens, des ressources pour venir faire quelque chose. C'est en leur nom que c'est fait. Il faut leur demander si c'est bien fait. Il faut leur demander si c'est ce qu'ils ont véritablement demandé. Si ce n'est pas ça qu'ils ont demandé, alors là, il faut retourner le fusil d'épaule. Il faut changer de fusil. Donc, à partir de ce moment, j'ai demandé aux populations, c'est vous qui avez demandé ça. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que c'est bien fait? Les populations ont répondu, là où ce n'était pas bien fait. Tout le monde voyait, c'est criard, ce n'est pas bien fait. J'ai demandé, au nom du conseil communal, j'ai demandé pardon pour que ce qui est mal fait ne soit plus repris. Il n'est pas question de venir dire l'ancien a mal fait, l'ancien a fait ça, personnaliser les fautes. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de savoir que ce qui est fait n'est pas mal fait et prendre des précautions pour que ce qui se fera à l'avenir soit dans les normes et rencontre l'agrément de tous les... Ces séances de reddition de comptes sont des occasions aussi pour prendre le pouls de la population, pour prendre les impressions de la population, comment voir votre arrivée. Qu'est-ce que vous avez senti? Franchement, permettez-moi de me vanter, je crois que les gens jusque-là ne sont pas déçus que ce soit Yaya Garba qui soit le maire de la commune. Parce que ma méthode de travail, elle est d'abord très participative. Elle est très participative et je ne carte personne. Je fais en sorte que tout on prenne le point de vue de tout le monde. Et c'est ça que la population veut. Ça, je le savais depuis des années pour les avoir côtoyés. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis le maire heureux parce que partout où vous allez, les gens pensent que je n'ai pas encore commencé les bêtises. Et par la grâce de Dieu, nous espérons que des bêtises, vous n'allez pas en commettre. Ah oui, absolument. Je n'ai pas le droit parce que lorsque vous critiquez quelqu'un qui est là, vous dites qu'il fait mal et vous venez, vous faites pire, vous voyez. Donc, vous ne... Comme on le dit, vous ne gâtez pas la sauce pour vous, mais vous gâtez pour vos arrières. Tous ceux qui seront de ma formation politique, on ne croira plus en eux et plus jamais on leur donnera la chance de diriger. Honorable, nous vous avons vu tout récemment à Parakou lors d'une séance avec les élus de votre formation politique. Et au cours de cette séance, vous avez parlé parrainage. Nous savons que l'élection présidentielle est pour très bientôt et le parrainage constitue le point d'achoppement entre les différentes forces politiques qui existent dans notre pays. Les FCBE ont eu une analyse un peu différente des autres partis de l'opposition. Pourquoi? Je dois dire que je ne me vante pas encore une fois. Quand j'étais député à l'Assemblée, j'avais discuté avec mon leader Yahibouni à l'époque pour dire que
le parrainage est une alternative meilleure à la caution de 250 millions qu'on imposait aux candidats potentiels. Et lui-même, le président Yahi, m'a donné plusieurs exemples de pays où en lieu et place d'une caution élevée, c'est les parrainages qui sont recommandés. Alors, député à l'époque, j'ai suggéré moi-même qu'il y ait le parrainage. J'ai suggéré qu'il y ait le parrainage sans même définir les contours. Mais au moment où l'idée de parrainage devait être mise en œuvre, malheureusement, nous n'étions plus, nous, à l'Assemblée. Et au dialogue social, lorsque on a parlé de parrainage, le parrainage était prévu pour être fait uniquement avec les députés. Là encore, nous avons réagi pour dire, j'ai dit à certains anciens collègues députés, le parrainage, ce n'est pas vous qui l'avez amené. C'est moi qui l'ai introduit à l'Assemblée à l'époque. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de députés, nous autres. Si vous voulez faire le parrainage, ça veut, vous allez dans votre ancienne habitude d'élection exclusive. Et les gens ont reconnu qu'il faille aller avec les élus. On dit, bon, dans ce cas, on n'était pas encore communal. Donnez la possibilité aux conseillers communaux de faire également du parrainage. Et tout le monde a accepté. Tout le monde a accepté, mais nous n'avions pas défini le nombre de 16. Le nombre 16 qui vient de 83 députés, plus 77 maires, ça fait 160, un dixième, ça fait 16 maires, 16 parrains. Donc, moi, je n'avais pas défini ça, mais j'étais d'accord avec le parrainage parce que dans mon fort intérieur, c'est une idée qui était bonne. Mais ça venait dans ma tête pour remplacer la grande caution. Aujourd'hui, on a réduit légèrement la caution et on a maintenu le parrainage. Voyez-vous, pour quelqu'un qui se respecte, je dis, mettez les conseillers communaux dedans. On dit oui, on est d'accord. Parce que j'étais sûr, FCBE pouvait rafler plus de 30 maires. Je vais à la guerre, je n'ai pas 30 maires. Et je vais revenir en plein jeu, venir dire, ah, le parrainage n'est pas bon. Mais ça ne fait pas sérieux pour un politicien qui se respecte. C'est pour ça la FCBE dit, nous devons aller au parrainage. Mais faire une bonne lecture du parrainage. La bonne lecture, c'est aller contre ce que le président de l'Assemblée avait dit. Le président de l'Assemblée faisait entendre qu'il faut être des partis politiques. Exactement. Mais aujourd'hui, avec la réaction que nous avons, mais il y a la possibilité. Oui, la Sénat a donné son interprétation du parrainage. Et cette interprétation-là, elle est formidable. C'est ce qui devait être. On ne devait pas savoir qui a parrainé qui pour faire des règlements de compte. Mais les députés sont libres de parrainer qui ils veulent. Mais la Sénat dit, je me réserve le droit de ne pas dénoncer ou de ne pas dire, révéler le nom de celui qui a l'identité. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais il faut effectivement permettre à chaque élu, maire ou député, eh bien, de ne parrainer qu'une personne. Et c'est quoi que c'est ce que la Sénat a envisagé? On va partager 160 fiches aux 77 maires et ils vont venir remettre à qui ils veulent pour le parrainer. Moi, je crois que c'est formidable. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut enlever le parrainage. Si tant est qu'ils sont populaires, il faudrait qu'ils aient la caution des élus. Parce qu'en fait, ils doivent compter. Vous ne comprenez pas que vous, FCBE, vous avez d'élus, vous avez au moins 6 maires, même si vous n'avez pas de députés. Vous ne pensez pas que ceux-là ne sont pas d'accord avec le parrainage parce qu'ils n'ont aucun élu, ni à l'Assemblée nationale, ni dans les communes? Ce n'est pas. Est-ce que si vous étiez à leur place, vous n'aurez pas la même réaction? Même si je n'étais même pas maire, je ne reviendrai pas dire que le parrainage n'est pas une bonne chose. Pourvu qu'on permette à chacun d'aller se démerder pour trouver ses parrains. Et je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse être président de la République sans connaître ne serait-ce que 16 maires ou choses. Il va aller, combien de suffrages il veut compter sur qui? Puisque, qu'on le veuille ou non, les députés, les maires, c'est des îlots, c'est des poches d'élection. Mais il faut compter au moins sur un dixième. Mais tenez compte du contexte actuel où on a 83 députés, Union progressiste, bloc républicain. On a 77 maires, Union progressiste, bloc républicain et FCBE. Nous avons d'autres partis qui n'ont pas participé à ces élections. Bien sûr. Mais pensez-vous que des élus, vous par exemple, vous allez accepter parrainer un candidat de l'Union progressiste ou du bloc républicain? Non, si je n'ai pas de candidat
au niveau de ma formation politique, je vais aller parrainer quelqu'un d'autre. Mais la discipline du groupe m'impose de parrainer mon candidat si je n'ai pas pu le convaincre de ne pas être candidat. Voilà. Est-ce que les FCB auront candidat pour 2021? Absolument, s'ils n'ont pas de candidat, qui va prendre le pouvoir en 2021? Vous exagérez là. Mais l'alternative, c'est nous là. Qui va prendre le pouvoir en 2021? Il n'y a que nous. Voilà. Vous voulez que quelqu'un qui n'a ni conseiller, ni député. Écoutez, il faut tendre vers la gestion politique du pays par des politiciens et non pas des parvenus et non pas des riches. C'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre ça. Il faudrait qu'on dise la vocation de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir ou tout au moins l'exercice du pouvoir. Les partis qui ne peuvent pas conquérir le pouvoir s'alignent derrière les partis qui peuvent le faire et ils vont les accompagner pour prendre le pouvoir. Nous ne devons pas permettre aux riches de venir nous imposer et prendre le pouvoir, nous acheter, prendre le pouvoir et après nous serons en train de nous plaindre. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Monsieur le maire, honorable Garba Yaya, j'aurais aimé que cet entretien dure plus longtemps, mais c'est une question de temps. Je vais vous demander de vous adresser aux populations de la commune de Bemberké, aux populations de la 7e circonscription électorale et aux populations béninoises pour ainsi conclure cette émission. Merci Bok. Je dois dire que c'est une opportunité, une grande. Si on dit que la presse est le 4e pouvoir, moi je crois que les gens se trompent, c'est le premier pouvoir. Il faut pouvoir communiquer sur ce que vous faites. Et si j'ai un appel à faire, d'abord en tant que maire de Bemberké, ensuite en tant qu'ancien député de la 7e circonscription électorale, et enfin en tant que président de la DECOB, je dois remercier les populations du Borgou, mais dire que nous devons regarder tous dans la même direction. Et surtout, ne pas confondre le développement et la politique. Le développement, eh bien, c'est l'affaire de tous. La politique, c'est l'action de vision et de clan. Je souhaite vivement que tous derrière moi, on puisse sortir Bemberké comme étant une étoile brillante dans le Borgou et dans le Bénin. Fidèles amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Nous étions avec l'honorable Garba Yaya, maire de la commune de Bemberké, et nous avons fait le tour de l'actualité de la décentralisation au sein de cette commune, les actions qu'il a menées, celles qu'il compte mener. Nous avons parlé politique avec le parrainage, la présidentielle de 2021. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés d'Abra TV et à bientôt. Ciao.